Hello, everyone. Welcome to today's episode of Fintech News. I'm your host, Nicholas Beliveau. Today, for the first time, we're streaming not only on Facebook, but on LinkedIn as well. So hello to everybody who's listening live and those who will watch this later today or tomorrow. Today, as usual, I'm joined by my colleague, Pascal. How's it going, Pascal? Hello, Nicola. Thanks. I'm doing well. Thanks. So today it's a special edition, as I was mentioning, because we're on two platforms, but we also have a special guest. I'll bring him in. He's the co-founder and CEO of Emma. Salut, Felix. Salut tout le monde. So in today's episode, we're going to cover the news as per usual, but then we'll also be chatting with Felix about his company called Emma, which is in the life insurance space. Because last week we were speaking about how I'm sure you must be pretty busy these days and just learning about the realities of an entrepreneur in fintech. So Felix, I'm just going to take you off for the moment and we'll be right back with you later. But so for today, we're going to be speaking about how Stripe just raised $600 million, three startups, Alan, Yap, and Libeo, SoFi, which acquires 8 securities, and Shopify Capital, which is helping out Canadian SMBs. So Pascal, do you want to kick it off with telling us about Stripe's new raise? Yes, Stripe, as you know, right now, due to COVID-19, e-commerce are not suffering at all. You know, everyone are ordering on website, you know, even if new websites are created, like, you know, in Quebec, Le Panier Bleu, in France, big warehouse of fruits and vegetables, they are selling online and they are using Stripe solution. And Stripe just raised 600 million Series G. Can you imagine Series G? I never heard that before that from a big investor like General Catalyst, GV, Sequoia Fund, Anderson Horowitz. It's quite a big news, and I saw that Stripe continues target to go to the moon, as we like to say for a startup. It's an amazing news, and I'm looking forward to see what's coming next. And as we covered a couple months ago, not months ago, maybe more months or 2 months ago, Stripe did a partnership with our company in Montreal, Lightspeed. And Lightspeed are using Stripe solution also for connecting with mobile payment. It's very interesting. Awesome. Well, congrats to everybody at Stripe. Series G is definitely doesn't happen every day, and I think it's the first time we ever cover a Series G on the news. So off to some other smaller raises. There is Alan, and I think you wanted to chat. Well, maybe tell us about Alan, and then I'll bring Felix back, because since he's in the insurance space, it might be interesting to get his perspective. Yes, Alan, it's InsurTech from France. They are focusing on health insurance, and they just raised 50 million euro from the foreign fund of Singapore, and they want to use this fund to help their foreign expansion. They want to go all across Europe. They will start in Belgium and Spain, but after, in the future, they may want to go to Asia, and I think they have the right partner over there. They were created in 2016, and now they have up to 17,000 members, and their objective is to go to 100K member by the end of this year. And they have a revenue of 58 million. And it's very interesting. It's a big InsurTech startup in France. And I'm sure that Felix knows this startup and may give us more detail and what you think about Helen. So yes, like you said, Alan is a great InsurTech in Europe. And if you're looking to start a business or interested in the InsurTech vertical, it's a great startup to look up to. And they have a great growth marketing mindset. So to build their businesses, one of the things that I found that was kind of pretty cool is they have a map where you can
search or show a doctor near you. So if you need a doctor and you want to save money, just go on the Allen map and you'll find a doctor and find how much you can save with their doctor map. So that's pretty cool, and it's a growth mindset, and I think that's what InsurTech needs in order to grow. It's very interesting. Thank you for the insight, Felix. We are seeing in France, there is another race in France about another fintech called Libeo. Libeo, they're managing, payment of bill between company, and they have huge customers. They partner to 5,000 company in France, and like Monoprix and other brand, Kickstart Bank, also the fundraising company. It's very interesting. They raised 30 million. I made a mistake. They raised 4 million, and they hope to have a revenue of 30 million by the end of 2021. They have huge progression, especially because they were created last year in 2019. Good job to them. It's really cool. And we're going in Asia now with Yap. Yap, it's a fintech startup that are developing API for company to implement this API on their website or in their company, and they partner with 15 banks. For example, you are a fashion brand and you want to offer a credit card, you can use Yap API and you can create your own debit card, credit card, whatever. And they are covering a lot of aspects like access to credit, corporate banking solution, cross-border payment. It's very interesting. Neat. Okay, awesome. On to SoFi, which is funny that they come back in the news because they did an acquisition we covered 2 weeks ago of Galileo. Yes. So they're an American company which started off in student loans in 2010, now have branched out massively into the B2B market. But their most recent acquisition, it's actually a really cool company that I enjoyed reading about. It's called 8 Securities. 8 Securities was the first mobile-only investment service and robo-advisor in Asia. So this was founded in 2012. But the interesting part is the social trading feature. So it's gamifying investments in a way. I don't know if you've heard about 8 Securities before, Pascal. About what? Sorry. 8 Securities. No, I never heard about it. So me neither. Until today, it's really interesting because you're able to see what your friends or the friends you add on the app at least are investing in, and so you could kind of compete in terms of investment strategies and see how they're diversifying or not diversifying their portfolio, and see the different rate of returns that your friends are getting. There's also like a leaderboard, so you could see who's netting the best returns. So they just acquired them, and it's crazy because even though we're in this global pandemic, they're in the highest activity ever in terms of new users and monthly average users. They went up 400% year over year compared to the same time last year. So they're experiencing massive growth, and SoFi is diversifying from its lending space into more of the investment space with this acquisition, and the first for it outside of the US. The last thing we wanted to touch upon is Shopify and its branch Shopify Capital, which has just announced lending for SMBs in Canada. So they just did a $200 million raise, which they're now able to help Canadian SMBs generate very quick loans, sometimes the next day, from $200 all the way up to $500,000 Canadian dollars. In the States, this has been around since 2016. So they were able to loan from $200 to $1 million to businesses with very interesting repayment models, actually. Businesses on the Shopify platform are able to essentially just give back a percentage of their sales to repay the loan. So in a time like this where brick and mortar is closed, maybe they have an e-commerce, this is a way to give them some immediate cash that they need and repaid
they repay the debt as they generate new sales. So that was great news for Shopify and for Canadian businesses as an alternative way of getting money versus going through typical financial institutions. For the last part of today's news, Felix, I'm going to bring you back on. It's more of the live conversation segment. So you've been on the podcast before. I'm sure a couple people in the Fintech Cadence community knows you. Mais on va faire cette partie-là en français vu que on est tous aussi francophones. Donc c'est un live bilingue aujourd'hui. Normalement, on fait le live en anglais et ensuite en français. Mais aujourd'hui, on va combiner les deux. Donc, tu es le PDG et cofondateur de Emma. Peux-tu juste rapidement nous résumer que fait Emma? Donc, Emma, on est une B2C là, dans l'Insurtech. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les familles à acheter leur assurance vie en ligne, chose qui est relativement difficile à faire au Canada parce qu'on n'a pas le choix d'avoir un agent qui est impliqué dans la transaction. Donc, Emma, nous, on aide les gens à travers une plateforme de clavardage pour les mettre en contact avec un agent qui les aide à acheter une assurance vie, soit l'assurance vie Emma ou l'assurance vie d'une compagnie d'assurance au Canada. Là, on a des partenariats avec 18 compagnies. Et en assurance aujourd'hui, ou du moins dans les derniers mois, quelles ont été tes plus grandes découvertes? Est-ce qu'il y a eu des grands changements ou c'est un peu status quo pour vous? Non, nous, c'est sûr qu'on a une belle croissance dernièrement parce qu'il y a deux grands événements dans la vie qui vont venir affecter un peu les ventes ou les achats d'assurance et les crises financières parce qu'on se rend compte de notre fragilité financière. Je veux dire, on n'est pas à toute épreuve. Puis également, bon, les crises sanitaires, les crises de santé, soit la maladie. Donc, en ce moment, il se passe un peu les deux événements en même temps. Donc, ça crée beaucoup d'activités sur le site web. Là, on a passé d'environ 200 visites par jour à plus de 2000 visites par jour. Donc, beaucoup plus de visites sur le site Internet. On a commencé à ranker plus dans Google. On a atteint pour certains mots-clés là, les 3 premières places parce qu'on est une genre de plateforme qui est recherchée en ce moment. Mm-hmm. Donc, c'est une belle croissance. Donc, ça amène plein de défis là, de gérer ça là, de la maison. Là. Donc, de gérer une période de croissance, des nouvelles embauches en même temps. Là, on a eu 5 nouveaux employés depuis le début du mois. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Ouais. En tant qu'entrepreneur, comment tu fais ça en tant que tel? Écoute, c'est beaucoup d'heures de travail, puis étant donné que là, il n'y a pas les échanges entre la maison et le bureau, on est toujours à la maison, on a l'impression de toujours travailler. Chaque jour, c'est dimanche, là. Oui, chaque jour, c'est dimanche. Et pas plus tard qu'hier, je me suis couché à 2h du matin, j'étais sur les publicités Facebook en train de les arranger, faire des petits tweaks. Donc, ça amène beaucoup de défis, mais au final, c'est de communiquer avec son équipe, de communiquer avec les personnes qui veulent venir peut-être travailler pour nous, puis de s'adapter, dans le fond. Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le téléphone, les webcams, les lives comme on fait en ce moment. C'est parfait. Puis on regarde des compagnies comme Zoom là, qui ont connu une super grande croissance dernièrement. C'est un peu chaque entrepreneur, chaque compagnie doit s'adapter. Là, donc, on n'a pas le choix de suivre la voie. Et toi, en tant que fondateur, comment tu vis ça? Parce que je suis sûr que tu dois être l'épaule pour ton équipe. Mais si moi, je suis ton épaule, c'est comment? Parce que tu as fondé ça en quelle année avec ton frère? En 2017. 2017. Donc, c'est quand même récent comme entreprise. Ouais. Donc, on a une dizaine d'employés. Là, donc, c'est sûr que les gens, en ce moment, bon, au début, là, c'est un peu un drôle de feeling. On travaille tout de la maison, donc on va chercher nos écrans, claviers, nos chaises au bureau, puis on amène ça à la maison pour bien s'installer. Mais après quelques semaines, s'installe un peu l'anxiété, l'insécurité, à savoir, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il y a de l'activité sur le site web. On voit qu'il y a plus de ventes que d'habitude, mais au niveau de notre travail, quand est-ce qu'on revient au bureau? Là, nous, on est relativement jeunes dans l'équipe, donc personne n'a encore d'enfants. Mais je prends ma conjointe qu'elle, dans son entreprise, a plein de gens qui ont des enfants. C'est d'autres défis à gérer, mais au final, c'est d'être à l'écoute, de parler avec eux, puis espérer que tout se passe pour le mieux, là, mais relativement, on s'en sort bien. Le nombre de Zoom sur lequel j'étais dans les dernières semaines où est-ce que j'entends des enfants crier est assez impressionnant. Ouais. Mais non, t'es chanceux pour ça. Oui, vas-y, Pascal. Tu nous disais que tu as 10 employés dans ta société, que tu as embauché récemment 5 employés en pleine période de Covid.
Est-ce que c'était 5 employés pour ils avaient été prévus avant la crise sanitaire ou? En fait, nous, on avait prévu certains metrics pour le growth de la business. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on on les a atteints rapidement. Donc là, il a fallu engager des gens au marketing, au clavardage. Là, il y a l'autorité des marchés financiers qui ont fermé un peu les accès aux examens. Fait qu'on peut pas former des nouveaux conseillers. Donc là, il faut trouver des solutions là, intelligentes pour faire patienter les gens dans le chat. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a engagé d'autres personnes pour parler avec eux. Pas nécessairement là, de leur situation financière, mais de leur dire, bon, mais as-tu des questions sur Emma, sur le fonctionnement, sur la business en général? Fait que là, on parle avec eux, on les entretient. Après ça, nous, les agences libèrent, ils peuvent après ça prendre les personnes parce qu'il faut respecter les obligations réglementaires, puis c'est bien parfait comme ça, mais ça a amené des défis, puis c'est de gérer ces embauches-là sans avoir vu concrètement la personne. On lui a jamais serré la main. Donc ça amène une autre dynamique. Serrer la main, à moins que... Exact, non, c'est ça. Faut éviter ça à tout prix. Donc là, ça permet de le faire, mais c'est la première fois qu'on faisait des embauches, parce que moi, c'est ma troisième entreprise, mais c'est la première fois que je faisais des embauches 100% à distance comme ça. Fait que là, les gens commencent à travailler. Là, il faut leur faire la formation sur toute la business sans être vraiment présent avec eux. Fait que beaucoup de partage d'écran, de webcam, ça ressemble à ça. Tu utilises quel outil? Comment? Est-ce que t'es la première personne que je rencontre qui a fait des embauches, mais de 5 embauches en un mois, c'est quand même impressionnant pour une startup. Est-ce que tu as développé des techniques pour les autres entrepreneurs qui vont devoir, peut-être ils ont mis ça en pause, mais ils se disent, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Comment tu as raffiné ça? Ou peux-tu nous décrire la première embauche virtuelle que tu as faite? Écoute, ça s'est fait 100% au téléphone pour les premiers appels un peu informels pour voir s'il y a un intérêt du candidat autant de son côté, de notre côté, de voir c'est quoi ses enjeux et le timing pour venir travailler avec nous. Mais après ça a été de repenser comment on faisait les tests techniques. Donc, c'était un développeur. Donc là, on lui a fait faire des tests techniques à distance. Ça se fait super bien avec les plateformes. Donc, il a fait ces tests techniques. On a fait la révision du test technique avec lui. On a envoyé les contrats. Première fois, je faisais signer un contrat d'emploi avec HelloSign. Donc, on utilise les plateformes de e-signature pour tout faire l'onboarding de paperwork qu'on a besoin de faire avec la personne. Ça, on l'intègre dans Slack, on lui donne son adresse courriel. On utilise beaucoup de Notion pour le travail collaboratif. Donc, on s'est monté beaucoup de documentation pour avoir quelque chose de concret, chose que normalement, dans une startup, c'est pas les choses que tu fais en premier lieu, mais ça nous a demandé de s'organiser pour être en mesure de mieux avancer. Là. Donc, ce sont des différents outils. Hangout est un outil qu'on utilise beaucoup pour les rencontres. Slack, au niveau des calls, des partages d'écran, ça va bien aussi. Là. Mais ça se fait à distance. C'est le même processus, mais quand vient le temps de faire quelque chose que normalement tu fais en personne, tu regardes la solution technologique qui s'impose et tu l'utilises. Est-ce que tu vois, parce qu'en FinTech, on est une des industries qui devrait être le plus, tous les industries technologiques devraient être le mieux adaptées pour faire face à une telle situation. Plusieurs personnes, je suis sûr, tu as déjà fait du travail à domicile auparavant. Est-ce que tu vois d'autres FinTech qui s'adaptent super bien à la situation que tu suis ou avec d'autres fondateurs avec qui tu as parlé? Je pense que une FinTech bien connue à Montréal, le Felix, ça doit être. Je n'ai pas encore parlé là, avec les founders, là, savoir comment ça allait, là, mais je pense que ce genre de FinTech peut bien tirer son épingle du jeu parce que si les gens se questionnent à savoir si c'était le temps d'intégrer une nouvelle API ou des nouveaux systèmes, c'est un peu le temps de le faire. Là. Ça met un peu la business sur pause. Ça nous permet de se poser des questions sur nos processus. Donc, même nous, là, on parle avec Felix parce qu'on veut intégrer leurs solutions pour faciliter le paiement de la police, faire la validation d'identité. Donc, c'est juste un temps d'arrêt forcé qu'on utilise pour se questionner. Donc, je pense que Fling, ça va être une startup qui va bien tirer son épingle du jeu. Sinon, pour toutes les startups en banking ou en gestion de portefeuille, là, si on pense à Wealthsimple ou Co, je serais curieux de voir comment ils s'en tirent en ce moment avec les fluctuations du marché financier. Sûrement qu'il doit y avoir beaucoup de défis, beaucoup d'interactions à faire, mais je pense que les startups, la startup la plus intéressante de Montréal que je vois en ce moment, c'est pas nécessairement une startup de FinTech, c'est Dialogue avec la télémédecine. Ah ben oui. Eux, vraiment, là, impressionnant comment ils gèrent ça, les ressources qu'ils ont mis à disposition pour le COVID, vraiment une belle business à Montréal.
Non, oui, c'est absolument génial. Et le timing ne pourrait être mieux, malgré les circonstances. Il gère super bien. J'ai pas essayé la plateforme en tant que telle, mais j'ai vu les captures d'écran et il y avait aussi le test, un chatbot AI pour entraîner leur système. Donc, non, c'est bien. Ils ont même engagé des travailleurs sociaux pour donner un support psychologique aux gens qui vivent beaucoup d'anxiété en ce moment, là. Ils profitent bien de la crise pour donner de la valeur à tous les utilisateurs. Donc, c'est parfait, là. C'est la façon de faire. Est-ce que tu vois que cette crise va, selon toi, amener un vent de changement positif dans l'industrie financière? 100%. Ouais. Il va y avoir un avant et un après coronavirus, là. Ça, c'est définitif. Et les banques, pour avoir j'ai étudié en finance, donc j'ai beaucoup de mes confrères d'école là, qui travaillent dans les banques, là. Leur travail est très difficile en ce moment parce qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts avec tout leur processus à travailler 100% à distance. Donc, ça demande beaucoup d'adaptation. Fait que je pense que les banques vont se préparer, puis avec la population qui est grandissante sur la planète, là, des crises sanitaires comme ça, il va en avoir de plus en plus, ils vont être plus fréquentes. C'est un peu comme les crises économiques. Il faut se préparer à ce qu'il y en ait d'autres. Puis des mesures d'isolement comme on fait en ce moment, quand on est bien préparé à ça, qu'on a des processus en place, ça se gère. Oui, absolument. OK, cool. Merci d'être venu partager ton point de vue et ton expérience dans cette situation assez extraordinaire. J'apprécie ton temps. Et on vous invite, si vous voulez découvrir davantage sur Emma, allez voir leur site web emma.ca. Mais sinon, la semaine prochaine, on va te voir au Demo Day. Exact, démodé, donc 3 mois de travail à améliorer notre pitch, différentes facettes de la business. Puis je pense que peu importe l'étape dans laquelle tu te trouves comme entrepreneur, d'avoir un regard externe sur ta business, sur les actions que tu portes, comment tu gères les employés, les finances, comment tu pitches ta business, c'est toujours bon à voir. Puis c'est encore une fois un peu comme une quarantaine, c'est le temps de 1 heure, prendre un temps d'arrêt, d'avoir des gens qui commentent un peu ta business, ça apporte beaucoup de réflexion. Puis on le voit que ça nous aide là, à avancer plus loin et puis plus rapidement. OK, parfait. Donc, c'est ça. Pour tout le monde qui écoute, la semaine prochaine, on a le Demo Day d'Ascension, le 28 avril, et aussi le 30 avril, la grande finale de la compétition d'innovation de la Banque nationale. Donc, c'est un peu la semaine Fintech la semaine prochaine. C'est 2 événements de 17h à 19h, le 28 et le 30. On vous invite à venir voir. Le 28, nous aurons Emma et les 13 startups qui graduent du programme Ascension de Fintech Cadence. Donc, on espère vous y voir. Et sinon, Pascal, je sais, il y a aussi la série universitaire que tu voulais glisser un mot. Tout à fait. Jeudi, on a le 23 à 4 heures, de 4 à 5, on a la série universitaire. Donc, toutes les semaines, on invite des personnes dans le domaine de la FinTech. Et cette semaine, c'est le paiement sans contact. Donc, on aura la chance d'avoir la VP marketing et talent de chez MobiWave, qui est une entreprise montréalaise qui développe des solutions de paiement sans contact. Donc, ça va être très intéressant. Et on a toute cette série-là tous les jeudis de 4 à 5 jusqu'à la fin mai. Donc, je vous encourage à vous enregistrer, à y assister, surtout que les échanges sont très intéressants. Donc, voilà. Oui, absolument. Et en fait, tout ça parce que en fin mai, nous aurons le formaton. Donc, tout ça débute le 28 mai. C'est la plus grande compétition de FinTech au Canada. Donc, pour ceux qui veulent avoir une première expérience en technologie financière, soit pour se lancer une startup ou simplement pour faire la recherche et mieux comprendre l'industrie financière, le formaton, c'est là pour ça. C'est un programme de 3 semaines. Les inscriptions sont ouvertes. Et cette semaine, ce jeudi, nous allons faire un autre live où est-ce que nous allons vous annoncer les défis. The official challenges of the formathon will be announced this week. Donc, assurez-vous d'y assister. Ça va être une très belle compétition. C'est ouvert à tous. Il n'y a pas de critères d'admission. Le coût d'entrée, c'est de 30 $ et ça va être 100% en ligne.
Donc, c'est ça. On espère que vous êtes nombreux à y assister. Mais c'est tout pour nous. Merci. Tiens, Félix, je vais te ramener. Merci d'être joint à nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. And to everybody listening, thank you so much. Have a great week. And tune in next week at 3:30 p.m. for another episode of FinTech News. Thanks, everyone. Merci. Take care. Merci. Au revoir. Au revoir.